Il fut un temps où les complots restaient sagement tapis dans l'ombre. Quelques pas pressés dans des ruelles obscures. À peine un murmure, susurré à l'oreille. Mais aujourd'hui, le décor a changé. Les ficelles seraient devenues trop grosses. Et l'actualité, un mauvais film catastrophe. Alors sur Internet, une foule d'anonymes crie au complot, à la manipulation. À quelle heure vous allez vous réveiller? Voilà. Parce que la théorie du complot n'est plus une théorie depuis déjà belle lurette, mes enfants. Quelques jours après les attentats du 13 novembre, par exemple, cette vidéo attire notre attention. On est en train de tous vous manipuler. D'accord, ils nous prennent pour des cons, ils nous balancent n'importe quoi. C'est que du fake. Qui se cache derrière ces messages? Au Mans, nous faisons la rencontre de Rosine, l'auteur de la vidéo. 23 ans, employée du conseil départemental. Lorsqu'elle enregistre sa vidéo, elle s'affiche voilée, comme un coup de gueule pour revendiquer sa confession qu'elle estime visée par un complot. Bah, j'étais là, je sais plus si j'étais comme ça ou si j'étais comme ça, je crois que j'étais comme ça. Faut avoir le fond blanc derrière. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes du 13 novembre. Rosine interpelle directement les internautes. Vous êtes là en train de les suivre comme des moutons, mais tout ce qu'ils veulent, c'est réveiller votre rage. Voilà, ils veulent qu'on s'entretue, ils veulent qu'on se batte, ils veulent nous diviser. Voilà, c'est leur objectif. Voilà, donc moi je vous dis un truc, déjà renseignez-vous sur le nouvel ordre mondial, parce que c'est ce qui est en train de se passer là. Ils sont en train de vouloir faire un gouvernement mondial. Quand vous dites ils nous manipulent, ils sont en train de nous manipuler, ils c'est qui? Bah, c'est les médias, c'est peut-être des gouvernements, la politique quoi. On ne dit pas tout, de toute façon ça c'est sûr, on ne dit pas tout. Voilà, moi, je voulais vous dire, Ce discours, Rosine l'a découvert sans même avoir à sortir de chez elle. ils nous prennent pour des cons, ils nous Sur sa télé, reliée à Internet, elle a visionné toutes sortes de vidéos avec ses frères et sœurs. On y décrit les attentats comme les signes avant-coureurs d'une sorte de dictature, le nouvel ordre mondial. À qui cela sert-il le plus, ce qui est en train d'arriver? Aux musulmans ou au nouvel ordre mondial qui est en train d'essayer de se mettre en place? Pourquoi Il serait contrôlé par une poignée de puissants appelés Illuminati. À l'origine, c'est une société secrète de Bavière, dissoute depuis 1785. Voilà pour l'histoire. Mais la légende continue. Les Illuminati se cacheraient derrière ce symbole et auraient pris le contrôle du show business comme de la politique. C'est une secte satanique qui est là pour gouverner le monde pour une seule personne. Qui gère en fait ce que les gens y voient et voilà, enfin un peu changer leur façon de penser aussi. Moi je l'ai vu sur YouTube et c'est des vidéos qui sont là, l'information elle est là en fait, ils se cachent même plus. Comme eux, combien pensent aujourd'hui qu'un petit groupe caché gouverne le monde en secret? Des sociétés occultes qui en coulisses manipuleraient médias et politiques. Nous allons nous intéresser à tous ceux qui croient à ces théories du complot. Portrait de ces adeptes du soupçon. Quelque part en région parisienne, nous avons rendez-vous avec un drôle de personnage. Casquette, lunettes, le costume du débrancheur. Un nom de scène pour conserver l'anonymat. Et voici son studio. Alors voilà l'antre, la demeure des débranchés. Des débranchés. Donc voilà ce que ça donne, en vrai. À la manière de certaines stars du net, c'est depuis son appartement qu'il réalise des vidéos. Voilà, je me mets dans la peau du débrancheur et je commence mon petit discours comme un politicien, mais sans mentir pour le coup. Donc voilà, je me regarde, gestuelle, j'essaie de voir si tout est correct. Un format court,
résolument tourné vers les jeunes. Bienvenue à la première de Rester débranché. Il révélerait ce qu'on nous cache dans les livres scolaires. On s'amusera à relever les contradictions du système scolaire et de ce qu'on nous y apprend. Nous procéderons par les questions qui fâchent ou QQF, questions que je vous invite à poser en cours et nous verrons avec quel stratagème. En toile de fond des questions du débrancheur, on retrouve souvent les mêmes acteurs, suspectés d'avoir agi en secret. Exemple, avec la Seconde Guerre mondiale. Qui a financé Hitler pour pouvoir faire la guerre Dans sa vidéo, à l'aide d'un montage d'archives et d'extraits du film Harry Potter, Rothschild et Rockefeller, deux célèbres banquiers, sont accusés d'avoir financé le nazisme. Une thèse classique de l'extrême droite qui sous-entend que les Juifs auraient eux-mêmes contribué à la Shoah. Rothschild, grand banquier allemand, s'avère historique la maître de confession juive. Comment se fait-il qu'il se retrouve derrière ceux qui financent Hitler, qui lui déporte des Juifs par wagon entier? Une conspiration qui serait elle-même doublée d'un secret. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que l'on nous cache? Et comment se fait-il que ces noms, Rockefeller, Rothschild, sont pour la plupart jamais enseignés dans les établissements scolaires? Alors, complotiste le débrancheur? Lui revendique le titre de questionniste. D'ailleurs, des questions, il s'en pose tout le temps. On a une version, on va dire, assez mécanique de la chose. Hitler est le grand méchant qui a exterminé des gens. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que Hitler, c'est le méchant tout seul, ou est-ce qu'il n'y a pas un créateur du monstre derrière? Donc, je ne dirais pas qu'il y a des gens qui tirent les ficelles, mais je dis qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses, et que généralement, on retrouve des grands financiers derrière. Nous avons montré cette vidéo à Gérald Bronner. Il est sociologue et spécialiste du discours conspirationniste. Selon lui, cette analyse est biaisée dès le départ. Ce que ce jeune homme oublie de dire, c'est que les rapports entre l'Allemagne et les États-Unis, des rapports économiques, il devait y en avoir des dizaines de milliers, si vous voulez. Si vous fouillez dans ces dizaines de milliers, il est normal de trouver un certain nombre d'acteurs, y compris juifs, qui ont contribué, si on veut, de façon lointaine, à une forme d'alimentation de l'économie allemande. Vous pouvez prendre, par exemple, les gens qui ont les yeux noirs, vous pouvez prendre les gens qui mesurent plus de 2 mètres, vous pouvez prendre peut-être même des gens de petite taille. Vous en trouverez toujours. Et allez-y, vous pouvez écrire l'histoire qui vous plaît. Ces histoires, le débrancheur continue de les mettre en ligne. Certaines de ces vidéos dépassent même les 100 000 vues. Afin de préserver son anonymat, nous ne dirons pas où travaille celui qui se cache derrière ce pseudonyme. Mais chaque jour, il côtoie beaucoup d'adolescents. Vous recrutez? Non, en aucun cas je recrute. Je fais en sorte que le jeune se pose des questions et je m'en vais. Ensuite, des fois, ils viennent me revoir. J'ai bien aimé ce dont on parlait et puis j'aimerais rediscuter encore. La jeunesse, terreau fertile du conspirationnisme. Alors de son côté, le corps enseignant organise la riposte. Dans le département de la Moselle, voici le lycée Jules Daubier. Ici, certains professeurs ont mis en place un atelier un peu spécial. D'habitude, Isabelle Coquelli enseigne l'économie à sa classe de terminale. Mais aujourd'hui, c'est éducation aux médias et théorie du complot. Ok, alors aujourd'hui on va parler un petit peu d'information et de désinformation, de voir un petit peu comment vous traitez l'information sur Internet, comment vous la vérifiez, si vous la vérifiez. Première étape, un passage en revue des théories les plus vivaces sur le net. On commence avec un classique, 1969, l'homme n'aurait jamais marché sur la Lune. Mais en pleine guerre froide, certains affirment que la NASA aurait mis en scène cet alunissage pour rattraper le retard par rapport aux soviétiques dans la conquête spatiale. Alors, pourquoi ça peut séduire ? Si on revoit l'histoire, il y avait vraiment une vraie concurrence du RSS et des États-Unis. Et là, c'était vraiment une avancée majeure pour les États-Unis. Et comme par hasard, du jour au lendemain, après l'URSS qui avait justement réussi aussi à envoyer un satellite dans l'espace, tout d'un coup, eux, ils arrivent à aller sur la Lune. Donc c'est pour ça qu'on peut plus s'intéresser à ça et plus y croire. Qui va aller sur la Lune vérifier quoi, enfin, qu'on a bien un drapeau, ça, nous on peut pas quoi. D'accord. Pour l'enseignante, le but c'est de pousser à mettre en doute ce que certains croient savoir. Par des mensonges, ou encore les Illuminati qui seraient à l'origine de la Révolution française et auraient de l'influence sur le gouvernement américain. Notamment sur ces fameux Illuminati qui auraient caché ce symbole un peu partout. Sur le biais d'un dollar, on voit vraiment qu'il y a une pyramide et que c'est le logo de
des Illuminati. Est-ce que vous êtes alors sûr que là, ils envoient partout. C'est ça, est-ce que on vous l'a dit, mais est-ce que vous êtes sûr? Bah non, on n'est pas sûr. On peut voir les symboles un peu où on veut. C'est tiré par les ficelles. Oui, On est voilà. d'accord, mais c'est pour montrer en fait le langage. Questionné, sans jamais contredire, la marge de manœuvre de l'enseignante est limitée. Vous leur dites pas qu'ils ont tort? Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Le problème, c'est ça, c'est que plus je vais dire tu as tort et ton argument est faux ou ton idée est fausse, plus j'alimente la théorie du complot. C'est-à-dire que je fais partie du système et je véhicule un discours système. Et le travail de vérification ne manque pas. Après les attaques du 13 novembre, de nouvelles théories sont apparues, comme ce photomontage. Alors, cette image-là, qui l'a vue circuler sur Internet tout à l'heure? Oui, vas-y, Carla. Oui, bah, je l'ai vue, mais j'ai pas cru. C'est un peu trop gros pour être vrai. Selon ce montage, une même jeune femme aurait été présente sur des scènes d'attentats différents dans le monde. Elle est accusée d'être une comédienne. Une grossière manipulation qui circule depuis plusieurs années aux États-Unis. D'où l'importance de vérifier la provenance des images. Un truc tout bête, vérifier les images, vérifier quand une information circule si il n'y a pas quelque chose derrière ou quelqu'un derrière qui a intérêt à véhiculer des fausses informations. Les attentats, thème de prédilection des complotistes. Une mécanique que connaît bien Rudi Reichstadt, créateur d'un site de veille sur le sujet. Symboliquement, depuis le 11 septembre 2001, il y a un modèle conspirationniste du terrorisme qui explique que de toute façon, le terrorisme international, et le terrorisme islamiste en particulier, est quelque chose qui est dirigé, fomenté par les services secrets occidentaux, CIA, Mossad et leurs alliés, et que de toute façon, tout ce qu'on a pu vivre est une répétition de ça. À chaque fois, c'est le même modèle. Qu'est-ce qui explique leur succès? Ce qui explique leur succès aujourd'hui, clairement, c'est les conditions techniques de leur diffusion, c'est-à-dire Internet. Internet a vraiment agi comme un accélérateur de théorie du complot, de conspirationnisme, caisse de résonance de conspirationnisme. Un écho très présent depuis le 7 janvier dernier. Dans le sillage des attentats de Charlie Hebdo, les théories du complot connaissent un nouveau souffle. Julien de Serrois en a fait les frais. Ce jour-là, il est dans un café à quelques mètres du lieu de l'attentat. Et comme un réflexe, il s'approche de la scène de crime. Tout le monde était couré de partout, il n'y avait pas de... On n'avait aucune info de ce qui se passait. Vraiment, en s'avançant, on a commencé à voir le policier qui était par terre. Et c'est là que j'ai commencé, j'ai sorti mon téléphone pour filmer la scène. Une vidéo où finalement on ne voit pas grand-chose. À part ces policiers au fond de l'image, qui viennent secourir leur collègue Ahmed Merabé, tombé sous les balles. Un peu plus tard, quelqu'un vient demander une cigarette à Julien. T'as pas de cigarette, s'il te plaît? Fume pas ça, frère, c'est un keuf qui est à terre, fume pas ça, non. Le jeune homme poste ensuite ces quelques images sur Internet. Mais quelques jours plus tard, un site du nom de Panamza les interprète à sa manière. Le site y voit la preuve d'une conspiration menée par de mystérieux hommes de l'ombre. Le passant à la recherche d'une cigarette se transforme ainsi en policier en civil, empêchant Julien de filmer. Et voilà comment une vidéo anodine devient la preuve d'un complot pour Panamza. Le tout sans aucune enquête. Il m'a jamais appelé, il m'a jamais contacté, il me cite même pas. On peut faire ce qu'on veut de toute façon en faisant un montage. Il zoome sur des vidéos où on voit que des pixels. Comment on peut savoir que quelqu'un est un policier en civil juste en le regardant? Après les attentats de janvier dernier, Panamza réalise une pluie d'articles. Systématiquement, ils remettent en cause la version des faits rapportée par la presse. Le trajet de la fuite des frères Kouachi est par exemple jugé impossible. Le tout relayé dans des vidéos qui cumulent près de 3 millions de vues. Pour Gérald Bronner, cette accumulation d'arguments est une méthode typique de la complosphère. Le 7 janvier, il y avait déjà 27 arguments disponibles dans l'espace public en faveur de la théorie du complot.
couleur des rétroviseurs, gilet pare-balles porté par les journalistes, François Hollande qui arrive trop vite sur le terrain, donc c'est suspect, etc., etc. Songez que le 11 janvier, 4 jours après, il y avait plus de 100 arguments disponibles. On est face à ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs, c'est-à-dire que ce sont toute une série d'étages argumentatifs qui sont très souvent faibles, mais qui donnent à l'ensemble une impression de très grande solidité, si vous voulez. L'autre particularité de Panamza, c'est l'obsession du complot juif. Après les attentats du 13 novembre, par exemple, il s'étonne qu'ils aient eu lieu un vendredi, au moment du Shabbat. Un peu plus loin, il affirme aussi que des officiels juifs auraient été prévenus à l'avance des attaques. L'auteur de ce site s'appelle Hicham Hamza. Il revendique un travail journalistique. Après avoir refusé notre proposition d'interview, nous le contactons par téléphone. Si je constate, moi, des choses ou des faits par rapport ailleurs, mon devoir de journaliste consiste justement à les rapporter, à les mettre éventuellement en perspective, à les recouper, mais au moins à les rapporter. Je remarque des faits et je les signale, tout simplement. Journaliste, Hicham Hamza a en tout cas tenté de l'être. À Paris en 2007, il intègre le Centre de formation des journalistes, une école prestigieuse. Nous avons pu nous procurer son dossier d'étudiant. Ses professeurs sont rapidement déçus par ses résultats. Et lors d'un stage dans la rédaction d'un journal local, son tuteur écrit même: trop de travail à partir d'Internet, pas assez de contact avec la réalité d'une rédaction. L'école décide finalement de ne pas lui accorder son diplôme. La route de Panamza franchit alors la porte de la télé libre. Une télé associative, diffusée sur Internet avec à sa tête le reporter John-Paul Lepers. En 2009, il donne sa chance à Hicham Hamza dans un premier reportage où ils apparaissent ensemble. Donc ouais, c'est avec lui qui m'informe. Mais au bout de quelques semaines, le jeune homme veut aller plus loin. Il décide d'enquêter sur des personnes qui auraient été prévenues à l'avance des attentats du 11 septembre. John-Paul Lepers le met en garde. Là, je lui dis attention, là, il faut qu'on ait des éléments. On n'est pas dans un témoignage, on est dans une élucubration, mais qui peut être vraie après tout. Et une fois que, je lui ai demandé, faut que tu amènes des preuves, ou en tout cas des éléments qui montrent que ce que les gens disent n'est pas sorti de leur tête. À partir du moment où je lui ai dit ça, on ne s'est pas revu, il est parti travailler ailleurs. Un travail qu'il mène désormais en solitaire, sans garde-fou. Il y a un an, Panamza s'en est pris directement à cet homme, Geoffroy Siard. N'allez chercher aucun mystère derrière ses lunettes, simplement une mauvaise conjonctivite. C'est un témoin direct de l'attentat contre Charlie Hebdo. Sa maison, alors en travaux, se trouve juste devant le lieu du drame. La fameuse vidéo, elle a été faite où ? La vidéo, elle est faite depuis l'angle du toit à terrasse, ici. Cet enregistrement a depuis fait le tour du monde. Juste au-dessus des frères Kouachi en armes, un des ouvriers qui travaille sur le chantier filme la scène. Il n'a pas voulu témoigner dans ce reportage. Incrédule, on l'entend se demander si l'attaque est bien réelle. C'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Geoffroy, lui, a eu très peur pour la vie des travailleurs. Il arrive sur le toit juste après les derniers coups de feu. À aucun moment, ils n'ont conscience de ce qui s'est passé, ne sachant même pas, eux, qu'il y a les locaux de Charlie ici. Et c'est moi qui leur explique que ce qui s'est passé là, probablement, c'est beaucoup plus grave et tout autre chose qu'un braquage comme ils pouvaient l'imaginer les minutes d'avant, lorsqu'ils étaient ici, en train de prendre leur vidéo. Mais pour Panamza, l'explication est tout autre. Dans un article, sans aucune preuve, il sous-entend que l'ouvrier savait qu'il ne risquait rien. Hicham Hamza fait de toute façon fausse route en partant à la recherche d'un certain Janek. Janek, c'était un des ouvriers... C'est l'auteur de la vidéo ? Non.
Donc déjà, ça c'est faux. Déjà, et de un, ça c'est faux. Dans cet article, Geoffroy est aussi décrit comme un proche de l'industriel Laurent Dassault. Les deux hommes ne se sont pourtant rencontrés qu'une seule fois, lors de la vente d'un terrain en 2013. C'est la première fois que je l'ai vu et c'est la dernière fois que je l'ai vu, exactement. Une exagération qui sert un but. Faire croire à un lien entre les attentats, Geoffroy et le groupe Dassault, lui-même proche d'Israël, selon Panamza. C'est en partant du fait qu'il y a un complot qui va aller balayer le net, et en ce qui me concerne, tout ce qui peut me concerner, pour enfiler les informations les unes derrière les autres, et arriver à sa conclusion que je suis l'un des maillons du complot militaro-sioniste dont il parle dans son article. Geoffroy a pris conseil auprès d'un avocat sans donner suite. Difficile d'attaquer pour diffamation. Car le plus souvent, les conspirationnistes procèdent simplement par sous-entendu. Un savant dosage qui fait leur force. Dans la démarche complotiste, il y a une mauvaise foi évidente, et puis il y a cette manière de mélanger le vrai, le faux, le vrai et l'invérifiable, vous voyez, le vrai et le possible, le vrai et le plausible. Et c'est ce mélange du vrai et du faux qui est extrêmement complexe à déconstruire et qui est encore plus faux que le faux, parce qu'il a les apparences du vrai. Ce qui est bien réel, c'est l'influence médiatique de ces sites. Guilhem Fouitillou est analyste du web. Il a réalisé une cartographie de l'Internet conspirationniste. En échange permanent avec des sites d'extrême droite ou antisionistes, c'est une petite galaxie particulièrement active. On a à peine 200-300 sites, dont qu'un petit nombre en fait cumule le gros de la visibilité. Mais on voit très clairement qu'ils font groupe, ils font corps, ils se reconnaissent entre eux et construisent leur visibilité dans ce petit périmètre pour ensuite pouvoir s'étendre sur l'ensemble du web. Ce petit groupe s'est même donné un nom, la réinformation. L'un de ces sites a accepté de nous ouvrir ses portes. Raphaël Berland est le fondateur du Cercle des Volontaires. 37 ans, un passé de producteur de reggae. Aujourd'hui, comme une vraie télévision, il réalise un micro-trottoir. Bonjour monsieur, bonjour. 2 minutes. Super, pas de souci. Mais la question du jour est plutôt complexe. D'après vous, l'armée de l'OTAN est-elle une armée au service de la paix? J'ai l'impression de revivre mes cours d'histoire. Je ne sais pas. Un média associatif très critique contre nous, les médias mainstream, comme ils les appellent, grand public en français. Sur 90% des sujets, effectivement, il n'y a pas de souci dans les médias mainstream. C'est sur 10% ou voire 1% des sujets, notamment sur la géopolitique et la sphère internationale, là où il y a des gros intérêts. C'est là où effectivement, malheureusement, il y a le plus de désinformation, de mensonges et de non-dits aussi. Lancé il y a 5 ans, le site compte 5000 visiteurs par jour. Pas de quoi en vivre. Les recettes s'élèvent à quelques centaines d'euros par mois. Et Raphaël, lui, est au RSA. Ici, on se trouve dans le local du Cercle des Volontaires. C'est un des membres de l'association qui l'héberge dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà, c'est un appartement, il y a un studio, il y a des ordinateurs derrière sur lesquels on fait le montage vidéo. Et il y a des caméras ici qu'on nous prête actuellement, des caméras robots qui nous permettent de diffuser en direct sur YouTube Live. Et en accès libre, une analyse pas si neutre de l'actualité. Avec quelques classiques des thèses complotistes. Sur le 11 septembre par exemple. Très critique contre Israël, le site fait en revanche un traitement plus favorable à d'autres pays. Iran, Syrie ou Russie. Certaines vidéos émanent même des chaînes d'État de ces pays. Une ligne assumée. Souvent, on nous a présentés comme des suppôts de Bachar Assad et des suppôts de Mahmoud Ahmadinejad, les présidents syriens et iraniens. Or, nous, c'est pas du tout notre optique. On n'est pas en train d'angéliser ces présidents. Par contre, on essaye de les dédiaboliser. Bachar al-Assad, clairement, c'est quelqu'un qu'on a tellement diabolisé que c'est difficile de porter une parole honnête sans être tout de suite taxé de suppôt de ce dictateur, ce chef d'État. C'est un chef d'État. Mais à force de vouloir dédiaboliser, ne risque-t-on pas d'être instrumentalisé ?
Quelques jours plus tard, nous retrouvons Raphaël, levé à l'aube pour prendre l'avion. Direction Damas. C'est pas tous les jours que je pars en Syrie. C'est la première fois que je vais dans un pays qui est en guerre. Donc forcément, il y a quelques appréhensions. Hein. Impossible de se rendre là-bas sans un contact officiel. À l'aéroport, Raphaël retrouve le groupe qu'il va suivre pendant 2 semaines. Le jeune homme se rend là-bas pour réaliser un documentaire. Salut. Bonjour. Bonjour. On te met sur la route ou après c'est toi qui prends les relais. Voilà, qui prend les décisions. Exactement. Les initiatives. Merci. Que soit le bien. Tu es libre. Ok, on va l'embarquer. Avec qui vous partez? Avec une délégation de citoyens très diverses. Il y a des politiciens, il y a des journalistes, il y a des simples citoyens, des intellectuels. Voilà, je ne connais pas la liste exacte. Voilà. Et c'est organisé par qui? Par Omran Al-Khatib, voilà, qui est un citoyen syrien qui organise, moi je l'ai connu parce qu'il organise des manifestations en France et à Bruxelles, à Paris. De simples citoyens. Pas exactement. À distance, nous allons suivre le voyage de Raphaël sur les réseaux sociaux. D'abord, l'organisateur, Omran Al-Khatib. Il est président de l'association Rassemblement pour la Syrie. C'est un soutien affiché de Bachar al-Assad. Dans les rangs de la délégation, il y a aussi un ancien député belge, Laurent Louis, conspirationniste et condamné pour négationnisme. Face aux médias du pays, il va même déclarer que la guerre en Syrie est un mensonge orchestré depuis le 11 septembre 2001. Le complotisme sert-il la propagande de régimes peu fréquentables? C'est juste en fait une forme de... Les militants conspirationnistes, quand ils vous racontent leur histoire, ils ont regardé des vidéos sur le 11 septembre et puis ils ont eu vraiment une forme de révélation. Je fais la distinction entre ces gens-là et puis des gens qui sont des entrepreneurs de politisation, qui sont des charlatans, qui vivent de la théorie du complot, et qui, eux, sont vraiment des informateurs professionnels, des mercenaires de la désinformation, qui travaillent d'ailleurs parfois pour des puissances étrangères, hein, je dis de manière tout à fait... Enfin, tout ça est documenté. Hein. Et justement, quand vous parlez de professionnels du complot, à qui vous pensez? Si vous voulez, hein, le pape du conspirationnisme francophone, c'est sans aucun doute Thierry Meyssan, qui vit à l'étranger depuis un certain nombre d'années maintenant. Thierry Meyssan et son site, le Réseau Voltaire, l'auteur le plus connu de la complosphère. C'est en 2002 que cet écrivain engagé se fait connaître du grand public. Grâce à cette interview dans l'émission Tout le monde en parle et à son livre L'effroyable imposture. Une remise en cause de la version officielle des attentats du 11 septembre. Est-ce que vous croyez vraiment que ce que vous racontez est vrai? Je crois vraiment que ce que raconte le gouvernement américain est faux. Mais depuis, où se trouve Thierry Meyssan? Après l'avoir joint par email, il nous accorde une interview par satellite. Depuis Damas, dans les studios de la télévision nationale. Bonjour Monsieur Meyssan. Bonjour. Pourquoi êtes-vous en Syrie actuellement? Je suis réfugié politique ici depuis 2007. Donc je me suis installé ici pour échapper aux tueurs de la République française qui étaient chargés de m'assassiner et qui ont essayé plusieurs fois de le faire. Une information invérifiable. Thierry Meyssan délivrerait aujourd'hui des analyses en politique internationale. À qui veut bien? Moi, je suis quelqu'un de tout à fait indépendant. Donc, je fais partager mon travail aux gens qui peuvent en faire usage. Est-ce que financièrement, vous êtes indépendant? À aucun moment, je ne reçois d'argent de la République arabe syrienne. À aucun moment. Une version qui laisse incrédule une vieille connaissance de Thierry Meyssan. Au début des années 2000, Gilles Alfonsi fait lui aussi partie du réseau Voltaire. Les deux hommes habitent le même quartier. Il habitait là, dans cet appartement, un grand appartement avec une terrasse extérieure. C'était votre voisin en fait? Oui, on était à 150 mètres l'un de l'autre. Donc c'était voisins et amis.
une fréquentation très régulière. À l'époque, le réseau Voltaire n'a rien d'un réseau complotiste. C'est une association qui promeut la lutte contre l'extrême droite. Mais le succès mondial du livre de Thierry Meyssan change la donne. Voilà. Les livres qu'il m'a offerts, en fait, j'ai pas eu à les acheter dans la mesure où... À partir de là, il commence à nouer des relations que Gilles ne peut toujours pas s'expliquer. Ce que je vois, moi, c'est une grande trahison, à la fois morale et politique. C'est-à-dire que quelqu'un qui était contre l'extrême droite devient proche de Soral et de Dieudonné. Quelqu'un qui était pour la laïcité défend l'Iran. Quelqu'un qui était pour la démocratie se lie avec le régime russe. Quelqu'un qui était pour la paix, les libertés individuelles, devient un défenseur du régime syrien. La fracture se fait finalement en 2005, sur une question bien précise. Selon Gilles, Thierry Meyssan et un de ses bras droits auraient alors cherché des soutiens financiers de pays étrangers. Là, d'un seul coup, se pose la question d'avoir les moyens vraiment d'un développement international très important. Et donc pour cela, cet administrateur évoque l'idée de pouvoir bénéficier d'apports étrangers. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le réseau Voltaire, c'est non seulement un site internet, mais c'est des moyens de traduction très très importants, puisque le site existe en plusieurs langues. Et donc c'est ça veut dire un financement, forcément des financements très importants pour développer ces activités. Gilles a depuis tourné la page du réseau Voltaire. Thierry Meyssan, lui, revendique aujourd'hui 700 000 visites mensuelles sur son site. Autant de relais d'une vision très personnelle de l'information. Beaucoup de gens s'imaginent que je travaille pour de l'argent, que moi j'agis comme un militant politique. Hein. Donc... Est-ce que c'est compatible avec le fait d'être un journaliste? Bien sûr, tous les grands journalistes étaient des militants politiques. Mais en matière de complotisme, tous ne connaissent pas la même fortune. Au Mans, nous retrouvons Rosine, la jeune fille qui avait posté une vidéo en réaction aux attentats du 13 novembre. Depuis, une foule de commentaires et d'insultes ont afflué sur sa page Facebook. Sale chienne, dégage en Syrie, où je peux venir te cracher dessus. Un lynchage virtuel, doublé d'une sanction bien réelle. Dans sa vidéo, où elle apparaît voilée, Rosine mentionne qu'elle travaille au conseil départemental. Contactée par des internautes, l'employeur n'a pas tardé à réagir. C'est une convocation à un entretien préalable de rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave. Depuis sa vidéo, Rosine a présenté à plusieurs reprises ses excuses sur la toile. Il ne lui reste plus qu'une dernière carte à jouer, une lettre au conseil départemental. J'explique que le but de ma vidéo a été mal compris et que voilà, je suis désolée pour ce qui s'est passé et pour les désagréments que j'ai causés. Voilà. Vous pensez que ça va suffire? Je sais pas du tout. Depuis ce tournage, Rosine a finalement été licenciée. Pas la moindre trace d'un complot, simplement la réalité. La question s'est posée dès le 7 janvier dernier et elle continue de l'être d'ailleurs. Peut-on rire de tout? Pour les humoristes, comment travailler, redonner le sourire, faire rire du